Moi, quand j'ai inscrit ma thèse à l'époque de troisième cycle, j'ai écrit enfin, j'avais dans l'idée effectivement de travailler en linguistique appliquée et j'avais même dans l'idée de travailler en linguistique appliquée dans une perspective, triple, on va dire historique, épistémologique et puis aussi pratique de description. Et donc, j'avais choisi à l'époque de travailler sur analyse contrastive et analyse d'erreur, qui était un thème qui était très à la mode dans les années 70 et qui en plus m'intéressait parce que j'avais lu Pete Condon en 73 à peu près, je pense, et donc j'étais très intéressé par ce champ qui allait s'ouvrir. Donc en fait, ma thèse, elle est véritablement une thèse, je dirais, de linguistique appliquée, même si dans le titre, il y a marqué linguistique appliquée à la didactique des langues, parce que dans le fond, je pensais que, enfin pour moi, ça a toujours été ma position en fait, c'est que la didactique des langues auquel j'adhérais, donc je peux aussi m'appeler didacticien sans problème, pose de nombreux problèmes, de nombreuses questions, mais il y a des questions qui ne peuvent être réglées que par le recours à la linguistique. Donc c'est pour cela que j'ai pu dire, ou je dis toujours, que je suis un linguiste qui travaille en didactique. Je ne suis pas forcément un linguiste appliqué parce que ce terme, en tout cas dans le monde francophone, je crois qu'il y a peu de gens jusqu'à tout récemment, il y a très peu de gens qui se réclamaient de la linguistique appliquée et disaient être un linguiste appliqué. En plus, c'est un terme qui n'est pas très élégant en français. Donc voilà la réponse. On peut dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, bon, Daniel Cosse l'a souvent raconté, jusqu'à quelques semaines avant la parution, le dictionnaire allait s'appeler Dictionnaire de linguistique appliquée. Et je pense qu'il y a eu ce changement qui était un changement assez heureux dans le fond, mais quand on regarde la nature de ce dictionnaire, on voit que c'est plutôt un dictionnaire de linguistique appliquée que de didactique, en fait. Parce qu'il a été conçu comme ça, et même à l'époque, je dirais, l'autre auteur, co-signataire du dictionnaire, c'est-à-dire Robert Galisson, n'était pas lui-même encore tout à fait hostile à la linguistique appliquée. Il n'avait pas encore, du point de vue institutionnel, il acceptait encore l'idée qu'il y avait une linguistique appliquée à côté de la didactique. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il va développer ce qu'il appelle la didactologie des langues et des cultures et véritablement renvoyer la linguistique appliquée ailleurs et presque à l'extérieur du champ de la didactique, quoi, hein. Je pense que c'est d'abord parce que la relation entre linguiste et enseignant de langue a été assez compliquée dès les débuts de l'AFLA, hein, dès la fondation de l'AFLA, puisque très tôt, je dirais, de grands linguistes, hein, comme Antoine Cuglioli, et d'autres, hein, pas seulement Antoine Cuglioli, mais c'est sans doute le plus connu, hein, de ces linguistes, ont pris des responsabilités au sein de l'AFLA en donnant la linguistique appliquée une vision assez théorisante, je dirais, et assez éloignée de la réalité de l'enseignement des langues. Oui, moi j'ai participé au congrès d'Aïla, mais toujours je dirais, oui, j'ai communiqué, j'ai participé, c'était je crois en 84 à Bruxelles, à un symposium organisé. Bon, c'était un peu une émanation du projet que nous avions à l'époque, qui commençait tout juste, qui était un projet financé par le fameux projet ESF, financé par la European Science Foundation. Et donc c'était un symposium avec, entre autres, je pense qu'il y avait Gumpert qui était là, etc. Donc ça, je dirais, c'est la première manifestation importante, je dirais peut-être la première manifestation importante depuis la fondation de l'AILA, de linguistes français. Dans le fond, il n'y avait pas que des linguistes français, puisque le projet ESF est un projet européen, il y avait un peu tout le monde. La langue de travail était d'ailleurs l'anglais, si je me souviens bien. Mais c'était le premier retour. La dernière communication que j'ai pu faire à Laïla, c'était à Amsterdam. Et oui,
j'avais fait une intervention sur, les rapports entre acquisition et créolisation, et il y avait aussi une personne qui est malheureusement disparue, qui est Charline Sato, et Charline Sato était là. Donc, je me souviens avoir présenté, on avait discuté, fait ma communication devant en sa présence, on avait un peu discuté après. Donc, oui, oui, mais il me semble que c'était quand même un peu marginal à l'époque, hein, la question de la créolisation. Peut-être qu'on était 2 dans cet immense colloque à parler d'acquisition et de créolisation. Les choses ont un peu évolué en France parce que, il s'est formé une association d'enseignants des langues vivantes, la CEDLE, enseignants de langue vivante et didactique, et Louise Zaben, qui était une des fondatrices de la CEDLE et qui était professeure à Grenoble, a eu l'idée de relancer l'AILA en créant la COFDELA, la Confédération française de linguistique appliquée, qui était censée regrouper plusieurs associations de profs de langue. Alors, COFDELA a tenu trois colloques au congrès, 96 à Grenoble, 97 à Strasbourg, 98 à Avignon. Et donc, moi, j'ai rejoint cette initiative qui était celle de Louise Daben. J'ai même fait partie de ce bureau de la COFDELA. Et puis, la COFDELA a disparu, je dirais, de sa belle mort après 98. Donc, les derniers membres du bureau, c'était Claude Springer qui était à Strasbourg, puis à Aix d'ailleurs, et moi, et nous avons dissous l'association, puisque c'était une association. Alors, pourquoi est-ce que COFDELA s'est éteint? Parce que, dans le fond, elle faisait un peu double emploi avec des associations plus spécifiques comme l'ACEDLE ou comme Focal. À l'époque, il y avait une association qui s'occupait d'acquisition et d'interaction qui s'appelait Focal, qui a aussi disparu. Donc, et comme je pense aussi qu'il y a il y a eu aussi une réaction dont je ne connais pas les détails de Madame Huot, qui était la déléguée, enfin qui était la présidente de l'AFLA. Donc il y a eu là des conflits dont je ne connais pas le détail et qui ont fait que COFDELA a disparu. Et ensuite, après, j'ai évidemment l'AFLA est réapparu tel le phénix, donc à Nancy. Enfin, j'ai pas suivi, si vous voulez, ce qui a précédé le colloque de Nancy. Je me suis contenté d'aller au colloque de Nancy en 2016 où on m'a invité à faire une plénière, donc j'ai revu, on pourrait dire l'AFLA à cette occasion. Voilà. Ah, sûrement, sûrement, sûrement. Ben, il faut dire que, disons que nous étions donc des acquisitionnistes travaillant surtout sur les groupes de travailleurs migrants, hein, aussi bien en Allemagne et même, je dirais, dans toute l'Europe de l'époque, hein, aussi, y compris aux Pays-Bas. Peter Muysken, qui était aussi un créoliste par ailleurs, s'intéressait, avec lui et ses élèves, s'intéressait aux travailleurs étrangers. Donc, effectivement, nous n'avions pas la connexion, et je crois qu'on ne l'a toujours pas en vérité, même aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, nous n'avons pas vraiment la connexion avec les classes de langue. Je dirais que moi, j'ai participé, j'étais pas à l'initiative, bien entendu, mais j'ai participé en 2019 à une conférence de consensus organisée par Gaonac et Dominique Macaire, et je dirais c'était sans doute peut-être la première fois où on pouvait parler d'acquisition à des collègues qui étaient du second degré, hein. Donc, oui, la connexion, elle s'est pas faite en dépit des efforts, hein. Je dirais du côté des acquisitionnistes, il y a eu quelques efforts de connexion, mais ça n'a pas bien marché à mon avis. Je pense que c'est très compliqué aussi.